Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de vue. Nous allons revenir sur quelques événements passionnants du jour, mais aussi de ce week-end. Je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Nous reviendrons sur le grand discours prononcé par le président de la République samedi sur l'égalité femmes-hommes à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Plusieurs propositions, mais des critiques, quelques polémiques. Nous en parlerons. Nous reviendrons également sur la décision de 3 responsables des Républicains, dont 2 ministres et le député Thierry Solère, de passer à la République en marche. Est-ce une clarification ou une trahison? Nous essaierons de trancher. Nous reviendrons aussi sur la France insoumise qui réunissait sa convention ce week-end. C'était à Clermont-Ferrand. Le moral n'est pas au beau fixe. Les tensions se font jour à l'intérieur de ce parti. Est-ce justifié? Nous essaierons de faire le point et nous parlerons enfin de la décision qui vient d'être annoncée par l'Union européenne de prolonger pour 5 ans l'utilisation du glyphosate, ce fameux produit d'élimination des saletés en général et des mauvaises herbes en particulier, dans les champs européens. Est-ce que la France était contre? Est-ce que c'est une bonne décision ou non? Nous allons en discuter avec nos 4 invités, 2 hommes, 2 femmes de chaque côté du plateau pour éviter les soupçons de harcèlement. Bonsoir, Lucille Schmid. Bonsoir. Vous êtes la coprésidente, oui je sais, j'ai osé, c'est à ça qu'on me reconnaît, que vous êtes la coprésidente de la Fondation Verte Européenne. Votre dernier livre, La France résiste-t-elle à l'écologie, est paru aux éditions du Bordelot en 2016. Bonsoir, Émile Leclerc. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études chez l'Institut de sondage Odoxa. Anne Fulda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter au Figaro, responsable de la rubrique Portrait, journaliste politique, mais pas seulement. Et votre dernier livre, Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait, est paru il y a quelques mois aux éditions Plomb. Et bonsoir Jean-Christophe Buisson, vous êtes le directeur adjoint du Figaro Magazine. Votre dernier livre, 1917, l'année qui a changé le monde, est paru chez Perrin, c'était l'année dernière. Nous allons donc reparler du discours du président de la République et surtout des propositions qu'il a faites pour lutter contre le harcèlement. Le chef de l'État a annoncé samedi un certain nombre de mesures, mais il a aussi appelé à faire attention à ce qu'il a qualifié de risque de délation. Je vous propose de réécouter un court extrait du discours du chef de l'État. Je veux cette force de la République parce que je ne veux pas une société de la délation. Et aussi vrai que le silence assourdissant existe encore dans certains endroits de la République, je ne veux pas que nous tombions dans un quotidien de la délation qui n'est pas notre République. Alors, cette prise de position n'a pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment chez un certain nombre de militantes féministes, en particulier Caroline Dehaas, qui est l'une des plus visibles d'entre elles, qui disait que parler de délation, c'est en fait donner raison aux agresseurs. Ça a valu à la dite Caroline Dehaas un tweet assez fort de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Non, Caroline Dehaas, vous instrumentalisez, vous déformez jusqu'à plus soif, vous montez les unes contre les autres. C'est un peu dommage que ça tourne au pugilat, ce moment qui aurait dû être plutôt un moment d'unité. Lucille Schmid? Je crois que ça montre aussi que depuis plusieurs semaines, on vit au rythme des réseaux sociaux, qui sont un outil démocratique, qui fait vraiment partie de l'époque, et qui en même temps n'aide pas à comprendre ou à donner le sentiment qu'on peut résoudre certains sujets qui sont des sujets compliqués. Donc je pense que quand Emmanuel Macron dit qu'il ne veut pas de société de la délation, il emploie un terme très conceptuel et à mon avis, c'est un tort. Je pense qu'il aurait dû être plus concret. D'ailleurs, ce discours est à mon avis insuffisamment concret en fait, sur les mesures de politique publique. Il est président de la République, donc il doit donner des éléments, par exemple, sur la police, la justice, sur lesquels il a été interpellé, en dehors des questions de hashtag. Donc je pense que là-dessus, c'était pas le moment en fait de faire de la philosophie. Et la société de la délation, ça rappelle quelque chose historiquement. Ça rappelle la collaboration, ça rappelle des mauvais souvenirs historiques. Alors que là, on est dans un moment où il faut dire des choses très concrètes, très opérationnelles, parce que la question des violences faites aux femmes, c'est des femmes qui expérimentent le fait qu'elles sont violées, qu'elles peuvent mourir sous les coups de leur conjoint, etc. Donc je pense qu'il n'aurait pas dû essayer de prendre trop de hauteur, pour être franche, et qu'il aurait dû faire un discours plus opérationnel.
Oui, pardon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ah ben, tant mieux. Il me semble qu'il prend acte d'un malaise réel qui existe dans la société française depuis quelques semaines. Il fait 1h25 de discours pour annoncer effectivement des mesures assez fortes et des moyens supplémentaires pour lutter contre l'inégalité homme-femme ou contre le harcèlement ou contre l'agression sexuelle, mais il prend acte d'un malaise qui est qu'on a l'impression, avec l'embrasement médiatique qui existe depuis plusieurs semaines, qu'on a basculé dans une sorte de loi des suspects de 1793, où on peut dénoncer des gens sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez signalé, sans passer par la case police, sans passer par la case justice, alors que la police et la justice sont là pour résoudre ce type de problème avec des enquêtes, pas seulement le témoignage de quelqu'un qui dit « j'ai été harcelé ». Ça, c'est la première chose, et ça, il en a pris acte, et je pense qu'il faut lui rendre grâce de ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un sentiment qu'il n'y a plus de proportionnalité dans les actes. C'est-à-dire qu'un ministre de la Défense britannique obligé de démissionner parce qu'il a accusé d'avoir mis la main sur le genou d'une femme il y a 15 ans, par rapport à la fonction qu'il occupe dans la société britannique où il y a du terrorisme, etc., je trouve qu'il y a quand même un problème de hiérarchie. C'est-à-dire que si la moindre accusation a une valeur policière, juridique maintenant, même sur réseau social, ça pose vraiment un problème dans nos sociétés démocratiques. Et je pense qu'en faisant cette référence effectivement à la délation, mais il aurait pu parler de la lettre de cachet, si vous voulez, de l'Ancien Régime ou de la loi des suspects de 93 de la terreur, il a raison parce qu'on est en train de partir, il me semble, dans une dimension qui me paraît assez démesurée. Permettez un tac au tac, Guillaume. Je pense que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, la police et la justice, lorsqu'on est une femme harcelée, lorsqu'on est une femme victime de violence, on a le sentiment qu'y aller serait inefficace. Donc, je crois que ce n'est pas seulement un sentiment, c'est que... Enfin, s'il faut que je justifie les termes que j'emploie, je vais finir par me sentir harcelée. On ne peut pas se contenter d'un sentiment. Vous allez déposer plainte, vous allez déposer plainte. Je termine ce que j'ai à dire, merci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'inefficacité des politiques publiques sur lesquelles, à mon sens, un président de la République, un gouvernement doivent se prononcer. Et à mon sens aussi, il est assez glissant d'employer le terme de délation. Le problème qu'on a, c'est qu'au fond, il y a des actes de nature assez différente qui ont été dénoncés et que du coup, des choses très graves ont pu être mélangées à des choses qui donnent le sentiment, ce que vous venez de dire sur le ministre par exemple. Moi je pense que s'il a démissionné, c'est peut-être qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas. Donc on peut aussi penser que sur les choses graves, il est temps d'être efficace. Et à mon avis, si ce ras-le-bol des femmes est devenu aussi général, c'est qu'il recouvre quelque chose de réel. Mais la question c'est, est-ce que du coup, on va tellement loin dans cette dénonciation qu'on va trop loin? Je voudrais vous montrer une vidéo qui a été publiée par le secrétariat d'État pour l'égalité femmes-hommes. Et comme je ne suis pas un journaliste très objectif, je vais vous le dire, moi, cette vidéo, elle m'a un peu choqué, mais je voudrais avoir votre avis. Regardez. Alors, qu'il faille punir les agressions sexistes, évidemment, c'est nécessaire. Est-ce que 5 ans de prison et 75 000 € pour une main aux fesses, c'est pas beaucoup, et pardon de le dire, c'est pas trop, Anne Fulda? C'est vrai que vu comme ça, ça semble disproportionné. Alors après, il y a ce que peut entraîner un tel comportement. Il faut quand même reconnaître à Emmanuel Macron le fait qu'il a un discours qui est en la matière, qui est peut-être excessif par certains côtés et imprécis par d'autres. Néanmoins, il prend acte et il est crédible par rapport à ses prédécesseurs, je dirais. Parce qu'effectivement, c'est un homme qui, je pense, fondamentalement estime que hommes et femmes il y a une vraie égalité entre hommes et femmes, qui considère sa femme d'égal à égal, c'est un homme qui a été élevé à tous les sens du terme par des femmes. Même si on peut noter que dans l'entourage présidentiel, il n'y a pas énormément de femmes, cela dit. Donc on peut au moins lui accorder ce crédit. Je pense qu'il est sincère dans la nécessité qu'il faille faire quelque chose. Alors après, c'est vrai moi, j'ai pas envie que la France devienne comme les États-Unis, devienne un pays comme les États-Unis. Même si je pense qu'effectivement, quand il y a des excès, il a rappelé des chiffres, quand même 123 femmes qui sont mortes en 2016, 225 000 femmes qui ont été victimes de violences sexuelles ou autres. Donc il y a un vrai problème. Mais il faut pas effectivement qu'on entre dans un système où hommes et femmes deviennent des espèces d'ennemis qui se regardent en chiens de faïence, où la suspicion règne. Moi, je crains ça. Et je trouve qu'il a bien fait de dire qu'il faut
Il ne faut pas qu'on entre dans une société de la délation. Je trouve qu'il a raison. Émile Leclerc, est-ce que ce débat qu'on a sur ce plateau, on le ressent dans la société française? Est-ce qu'il y a dans l'opinion des gens qui trouvent qu'on va trop loin, ou bien au contraire, il faut être sévère et on ne l'est pas assez? On l'a vu dans les semaines qui ont précédé aujourd'hui. Là, on a beaucoup parlé de cette question du harcèlement, des agressions sexuelles. C'était un sujet central dans l'opinion et c'était un problème important. On avait posé la question. Il y avait 91% des Français qui nous disaient que c'était un problème important dans la société française et même 56% des femmes qui nous disaient que c'était un problème très important. Il y a très peu de questions de sondages sur lesquels les gens nous disent que c'est un problème important. On avait un autre chiffre, 53% des femmes ont déjà été victimes, d'après elles, d'un harcèlement ou d'une agression sexuelle. Donc c'est quelque chose qui compte dans la société française. Et en même temps, Emmanuel Macron a plutôt raison d'une manière générale de ne pas souhaiter une société de la délation et de mettre ce petit haut-là, puisque c'est une attente de la société française. Dans les débats, on a beaucoup entendu, très peu de gens ont considéré que c'était un faux problème, bien sûr, mais beaucoup ont eu peur tout de suite qu'on aille vers une société à l'américaine, une société de délation. Donc il répond avec ce discours équilibré, il répond assez bien et est audible finalement de cette partie de la population qui se disait « Ouh là là, attention, où est-ce qu'on va, jusqu'où on va aller ?» Lucie Schmitt, vous pensez qu'on peut revenir à un traitement plus apaisé, on va dire, de ce sujet, ou bien non, c'est trop tard, il y a eu tellement de tensions, il y a eu aussi tellement d'affaires qui sont sorties, de témoignages, on a cranté quelque chose sur lequel on ne reviendra pas, avec ce risque peut-être d'opposition ou de méfiance réciproque entre hommes et femmes? Moi, je voulais surtout réagir quand on emploie le terme de société à l'américaine, parce que ça s'est passé, c'est venu des États-Unis et du comportement d'Harvey Weinstein. Et donc c'est venu en fait de ce qui se passait, le producteur hollywoodien, c'est venu de ce qui se passait à Hollywood. Et en fait, on peut afficher quelque chose et puis avoir une forte hypocrisie, c'est-à-dire qu'on peut dire qu'on est dans une société à l'américaine et puis on sait ce qui s'est passé avec Harvey Weinstein. Le sujet, c'est les relations de pouvoir. La question de la hiérarchie, la question des lieux où se passent les choses. Et donc moi, ce que j'espère, je ne sais pas si j'espère qu'on n'ira pas vers une société hypocrite et j'espère que les femmes, d'abord, chacune comme individu et comme personne, sont capables d'avoir de bonnes relations avec les hommes. Je ne réduis pas mes relations avec les hommes ou les relations des hommes et des femmes à la question de mettre la main aux fesses, mais la question de savoir mettre le haut là. Certaines femmes, sans doute, n'en ont pas la possibilité. Ça peut dépendre de leur situation sociale, de leur éducation, de leur capacité à dire non. Vous savez, c'est des choses, au fond, assez individuelles. Et donc, que la société et l'État, avec des politiques publiques, soient capables de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'hypocrisie et qu'on ne passe pas notre temps avec des hashtags, mais qu'en fait la réalité soit que les violences diminuent, c'est ça l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut partager entre hommes et femmes. Et est-ce que vous trouvez que 5 ans de prison, 75 000 euros, même si c'est une peine théorique, on sait bien que les juges n'iront pas jusque-là, mais c'est juste ou c'est beaucoup pour une main aux fesses dans un escalier? Non, je pense que je ne commente pas la loi, pour commencer. C'est-à-dire que je ne veux pas, lorsqu'il s'agit de violences sexuelles ou de harcèlement, commencer à dire « Ah non, la loi va trop loin ». Je pense que moi, je respecte la loi. C'est quelque chose d'essentiel. Je ne commente pas non plus les décisions de justice. Et donc, j'attends que la loi, en fait, soit dissuasive et qu'elle permette de prévenir des gestes qui seraient... Lorsqu'il y a une situation de pouvoir, je le répète, c'est très différent de ce qui se passe dans la relation interpersonnelle classique, dans un couple par exemple. C'est deux choses différentes. La situation de pouvoir peut d'ailleurs exister aussi dans le couple. Donc la question, c'est que quand on est plus faible physiquement, on ne se retrouve pas dans une situation où, en fond, on va subir une violence physique. Il faut tenir compte, vous savez, les inégalités physiques existent comme les inégalités sociales, et la loi est là pour faire en sorte qu'on soit tous à égalité. Je crois que la question, c'est est-ce que cette campagne publicitaire, plus que publicitaire, cette campagne s'inscrit dans des campagnes ultra-violentes? C'est devenu une tradition en France, mais aussi bien pour arrêter de fumer que pour qu'il y ait moins d'accidents de la route. C'est une philosophie de frapper très fort avec une menace très violente pour faire avancer effectivement la dissuasion, comme c'était le cas notamment pour le tabac et des choses comme ça. La question est, c'est aussi une incitation pour les féministes ultra comme Caroline de Haas pour dire il faut aller vraiment jusque-là. Pour que vous compreniez bien, vous les hommes, que vous êtes sous le coup de cette punition. C'est vraiment la frontière qui existe et dans quelle mesure ça n'incite pas à aller vraiment très très loin alors que je pense qu'elle n'est pas prévue pour dire vous allez faire 5 ans de prison si vous mettez une main aux fesses. C'est pour dire il y a ce risque-là parce qu'on ne va pas changer les mentalités avec une loi
aujourd'hui en 3 jours ou en 3 mois. On le sait très bien, Emmanuel Macron le sait. On change les mentalités comme on l'a changé sur la cigarette, en prenant à un moment donné des décisions, ou Anne Hidalgo avec la voiture à Paris, en prenant des décisions très violentes, et puis après en aménageant, en assouplissant, ce qu'elle a oublié de faire elle. Mais je crois que c'est un peu l'idée de cette campagne. Je ne sais pas d'où vient cette comparaison, je ne sais pas, elle a surgi brusquement. Oui, mais Anne Hidalgo, il faut toujours en parler, parce que c'est quelqu'un d'important. C'est une femme importante. Elle compte beaucoup pour le Figaro, Anne Hidalgo. Oui. On s'intéresse de très près à ce qu'elle fait. Merci. Je vous propose de passer aux Républicains. On a appris ce week-end, j'étais chez nos confrères du JDD hier, que 3 responsables des Républicains, 2 ministres ou secrétaires d'État, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et un député, Thierry Solaire, quittaient ce parti pour rejoindre La République En Marche. Est-ce une clarification ou une trahison ? Laurent Wauquiez, le possible, peut-être même probable, futur président des Républicains, a son avis sur la question. Regardez, il l'a dit hier au grand rendez-vous d'Europe 1. Il y a une phrase de François Mitterrand que j'aime bien. Sur le chemin de la trahison, il n'y a que le fleuve de la honte à traverser. Eh bien, ils ont fini par traverser ce fleuve. On comprend bien aujourd'hui qu'en réalité, toute leur démarche n'était dictée que par des petits calculs. Et au fond, pourquoi est-ce qu'ils partent en marche ? Ils partent en marche parce qu'ils ont échoué. Ils partent en marche parce que plus personne ne veut d'eux et qu'ils n'ont pas réussi à torpiller la droite. Moi, j'avance. Je laisse les esprits chagrins dans le rétroviseur. Anne Fulda, il est temps de se calmer, peut-être, non ? Oui, là, il n'est pas très convaincant, il faut bien dire, parce que c'est vrai que ce n'est pas les plus mauvais qui partent. Je trouve que son explication n'est pas à la hauteur, quoi. Franchement, je trouve que c'est une clarification. Ils ont choisi. Je trouve que c'est dire qu'ils vont à la soupe, c'est un peu réducteur, un peu... oui, ça n'apporte pas grand-chose. On peut dire que c'est une forme de courage aussi, de clarification, même si effectivement ils sont au pouvoir. Mais je trouve que son explication... C'est plus facile aujourd'hui d'être à la République En Marche que chez les Républicains. C'est sûr que c'est plus facile. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus courageux. Oui, mais enfin, dire qu'ils vont à la soupe, courageux, ils ne sont pas courageux. Certes, ce n'est pas un acte de courage, mais enfin, ces grandes formules, cette citation de Mitterrand un peu éculée, franchement, ça n'apporte pas grand-chose. On peut leur prêter quand même certaines arrière-pensées à rejoindre La République En Marche, où ils se feront une petite place, peut-être parce que c'est un groupe parlementaire aujourd'hui qui n'a pas beaucoup de députés très flamboyants. Ils se disent que peut-être à terme, et là il ne faut pas mégoter sur leurs convictions. Je pense qu'effectivement La République En Marche correspond à leurs convictions, mais moi ce qui me chagrine, c'est que je pense qu'elle correspond à leurs convictions depuis 6 mois. Et que c'est parce qu'ils ont constaté qu'il y avait impossibilité de créer un espace entre La République En Marche et les Républicains tels qu'ils ont l'air de se dessiner avec Wauquiez à leur tête, qu'ils se disent tant qu'à faire, de toute façon on va être coincés entre les deux, autant aller à La République En Marche. C'est ça qui me gêne dans leur démarche tardive, sans parler de la question de M. Solaire qu'il semble vouloir garder à tout prix pour les prochains mois, c'est un autre sujet, mais en fait ils avalisent d'une certaine manière un état de fait depuis 6 mois et c'est parce qu'ils ont, et là Wauquiez a quand même raison de dire, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire que les constructifs qui se tapent dessus en permanence à l'Assemblée nationale entre les UDI, etc., il n'y a pas un autre espace à côté des modems qui est possible, donc ils rejoignent logiquement La République En Marche. Et encore une fois, il me semble que ça correspond à leurs idées, donc là-dessus, il n'y a pas de discussion. Alors, vous parliez des nouveaux espaces. Il y a un nouvel espace qui s'appelle Agir. Agir, c'est un mouvement qui a été créé. Chouette, comme disait Chouette, dit Anne Fulda, qui va peut-être, je ne sais pas si vous allez rejoindre Agir. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'a rejoint. Figurez-vous, le parti de Franck Riester, c'est Jean-Baptiste Émergent du Figaro.fr, qui s'est inscrit ou qui a tenté de prendre sa carte dans ce parti. Racontez-nous, Jean-Baptiste. Oui, alors Franck Riester a promis une approche plus collaborative et plus spontanée. J'ai donc fait une investigation de terrain en restant derrière mon ordinateur et j'ai voulu tester donc le site Agir. Donc vous verrez sur le visuel que j'ai prévu. Le site d'Agir, actuellement, il n'y a pas de site internet, il y a juste un formulaire à remplir que j'ai rempli avec beaucoup de sérieux et agilité grâce à mon clavier. Et en fait, l'unique réponse qu'on nous donne, c'est merci, on vous contactera très prochainement. On vous écrira. J'attends donc, on vous contactera. Il y a écrit Agir, en gros, on appuie sur Agir, ça mène vers les réseaux sociaux, donc je suis allé voir les réseaux sociaux. Sur Facebook, un excellent interview de Franck Riester publié dans le Figaro vendredi dernier. À peu près 258 réactions, donc à peu près 258 likes, ce qui est quand même assez faible. Sur Twitter, un compte qui a été créé, mais alors en fait, ils se sont trompés au moment du lancement, donc vous avez 2 comptes. Vous avez le Agir _LDC, mais vous avez aussi le Agir LDC. Donc, on ne sait pas trop quel est le plus officiel. J'ai pris le plus officiel qui a été renvoyé par le site, mais si vous allez dans l'autre sens, vous renvoie quand même sur le site. Donc, bon, c'est encore un peu cafouilleux.
Et donc sur la page Facebook, une publication dit que c'est un nouvel espace politique qui vient de s'ouvrir. Nous serons le lieu de débat, de l'affirmation de nos idées et de l'action. Donc j'attends avec impatience le mail qui va m'être envoyé par Agir, ce que je n'ai pas encore reçu. Et je pense que je le recevrai dans quelques semaines. Je suis ensuite allé voir sur Twitter, alors ils ont créé le hashtag Agir, ça tombe bien, c'est le bon mot. 2000 utilisations depuis le week-end dernier. Donc naturellement sur le hashtag, il y a Franck Riester qui se félicite du lancement de son parti politique, qui dénomme comme un parti politique. J'ai découvert un Emmanuel. Alors Emmanuel est très heureux de la création de Agir. Il trouve que les constructifs ne doivent pas conduire à l'adhésion automatique au LREM. La députée Laure Delaraudière, qui elle vient de rejoindre Agir, trouve que la fuite chez LREM ne correspond pas aux attentes des électeurs orphelins d'une droite qui défend ses valeurs, clairement différentes de celles du FN. Donc ça, c'est l'opposition qu'on voit quand même beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Et enfin, la députée Valérie Boyer, elle qui soutient Laurent Wauquiez chez Républicains, dégaine, les masques tombent, les tontons flagueurs s'éparpillent façon puzzle entre La République En Marche et Agir ou ailleurs. Merci Jean-Baptiste Émile Leclerc. Tout ça est un peu embryonnaire, voire un peu compliqué à mettre en place. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas vraiment d'attente par rapport à ce genre de mouvement ? Oui, il y a surtout un espace qui est assez réduit entre les Républicains et la République En Marche. On a du mal à imaginer un parti, il y a même beaucoup de personnalités politiques qui ont du mal à faire le choix entre les deux. Donc on a du mal à imaginer un parti supplémentaire. La question, en fait, c'est comment la droite va se comporter vis-à-vis d'Emmanuel Macron, puisque sur les questions de valeur, clairement, on voit la différence, mais c'est sur la partie économique où on ne voit pas la différence. Et là où Laurent Wauquiez cherche à se démarquer sur des questions de valeur, il risque bien de perdre son deuxième pied, la question économique, puisque la majorité des sympathisants de droite soutiennent les réformes économiques du gouvernement, peuvent même parfois nous dire qu'ils vont plus loin que ce qu'on n'a jamais espéré en étant de sympathisants de droite. Donc voilà, la question, c'est comment Laurent Wauquiez, s'il l'emporte bien, et ce qui devrait être le cas, se comportera vis-à-vis d'En Marche, et notamment sur les questions économiques, parce que ça sera là tout l'enjeu du futur politique des Républicains. Je sens que l'avenir des Républicains, ça vous passionne. Oui, ça me passionne parce que je voyais que Valérie Pécresse là, a donné un entretien assez intéressant où elle emploie au Monde, elle emploie exactement les mêmes arguments que ceux qui sont utilisés par Solaire et consorts lorsqu'ils étaient reconstructifs. Constructif plutôt que reconstructif, mais je pense que reconstructif, oui, c'est ça, ou réagissant, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose sur une espèce de jeu de mistigris sur les arguments que je trouve intéressant, c'est-à-dire que en fonction, ce qui montre que c'est quand même beaucoup d'opportunisme, c'est-à-dire qu'en fonction de l'endroit où on veut rester, ou de l'endroit où on veut partir, ou de l'endroit qu'on veut créer, on emploie tel ou tel argument. Et moi, je pense qu'appartenir à une famille politique, qu'on soit sympathisant, qu'on soit électeur, etc., c'est aussi quelque chose de l'ordre, excusez-moi, c'est une époque d'infidélité, mais de l'ordre de la continuité, des convictions, etc. Et donc, moi, je trouve qu'il faut qu'ils fassent très attention parce que, à force d'être là, puis là, puis là, ils vont peut-être se décrédibiliser. Enfin, je prends le pari et j'espère qu'ils vont se décrédibiliser, j'assume. Avec l'idée, et moi, je trouve que le choix d'aller à La République En Marche, pour le coup, je le trouve très cohérent. Je le trouve bien pour eux. Après, je ne dirais pas, cher Jean-Christophe, que c'est de la conviction. Ça s'appelle un plan de carrière. Donc, il faut quand même appeler un chat. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'à La République En Marche, hormis la pensée du président Macron, il y ait tant que ça, aujourd'hui, un projet très structuré. En revanche, je suis sûre que c'est l'endroit où il faut être si on veut arriver au gouvernement, confirmer son poste à la questure, etc. Donc je crois que c'est un bon plan. Je ne crois pas que ça veut dire... La conviction est une conviction et que c'est la conviction mère de La République En Marche. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que la conviction politique continue à exister dans le nouveau monde dans lequel nous sommes. Et je prends le pari que peut-être d'autres personnes mettront en place des éléments qui, au fond, nous diront... Le sujet, c'est est-ce que le clivage gauche-droite continue à exister ? Je pense que qu'on soit de droite ou de gauche, on peut se poser la question. Que quand j'écoute Laurent Wauquiez qui fait de la triangulation en ayant épluché fébrilement François Mitterrand avant d'aller à la radio, je trouve ça pathétique. Je pense qu'il n'a qu'à dire Laurent Wauquiez pense ça et non pas François Mitterrand a dit que, je ne sais pas quoi, la trahison. Donc il y a quelque chose autour de la continuité politique et du clivage gauche-droite. Est-ce qu'il existera encore dans 6 mois ? Moi, je prends le pari que oui et je viendrai le dire ici, j'espère. Comme disent les Américains, on vous réinvitera pour ça. Comme disent les Américains, la trahison ne réussit jamais parce que lorsqu'elle réussit, on lui donne un autre nom. Ah oui. Le succès. Mais peut-être pas seulement Agir, parce que franchement, comme nom de parti... mais Agir, ça n'existe pas, c'est mort-né, Agir. Anne-Fulda, vous êtes journaliste, pas voyante, mais est-ce que vous pensez que si, comme c'est plausible, Laurent Wauquiez est élu président républicain, il y aura d'autres départs comme cela ? Est-ce que c'est le début d'une grande hémorragie ou pas ?
grande, je pense pas, mais il y aura sûrement une clarification. Mais bon, on voit déjà ceux qui partiront, on sait déjà quels sont les clivages, ce qui va les différencier les uns des autres. Mais moi, je trouve qu'on a le droit de quitter une famille si on n'est plus d'accord avec sa famille, une famille politique, comme une famille enfin une famille politique en tout cas. Quand on n'est plus d'accord avec l'orientation de cette famille, on a tout à fait le droit. Alors ici, ça peut effectivement servir une carrière, mais on a le droit de la quitter. Je ne vois pas, il n'y a pas de drame. Et puis bon, cette impression là, comme ça donne quand même une impression de confusion, de petite cuisine politique, avec tous ces mouvements personne ne connaît, on s'y retrouve pas. Qui connaît Franck Riester? Enfin, bon, ça fait pas vraiment avancer le schmilblick, quoi. Enfin bon, en tout cas, ça prouve que vraiment la victoire d'Emmanuel Macron a considérablement redistribuer les cartes et désorganiser la vie politique française, et ça continue, quoi. Les répliques continuent comme il n'y a pas de vrai opposant à Emmanuel Macron, si ce n'est Jean-Luc Mélenchon. Et encore, Jean-Luc Mélenchon, semble-t-il, est un opposant un peu moins flamboyant qu'avant. Merci, Lucie Schmid, pour cette transition apportée sur un plateau. La France Insoumise était ce week-end à Clermont-Ferrand pour sa convention. Ils ont beaucoup discuté de leur projet, mais on a le sentiment, et Émile Leclerc va nous dire si c'est juste un sentiment, que le Mélenchon flamboyant, opposant unique à Macron, a un peu de peine, là. C'est une impression seulement ? Oui, il a un petit peu de plomb dans l'aile, effectivement. On a posé la question aux Français de sa popularité la semaine dernière, et il est aujourd'hui à 36%, et il a perdu 6 points en l'espace de 2 mois. Donc c'est une baisse assez conséquente, assez rapide. Alors il y a 2 raisons à cela. La première, c'est qu'il y a eu les manifestations contre le travail qui ont été plutôt un échec. Et là, 80% des Français le constatent. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment les dissensions internes et les affaires, et qui sont particulièrement choquantes pour les Français quand elles concernent des membres de la France Insoumise qui se réclament de la défense du peuple, face aux élites, et quand ils sont pris eux-mêmes par les affaires, et bien ça pose un vrai problème. C'est encore l'affaire de logement, les affaires de logement de Daniel Sémonnet, exactement. Voilà. Donc l'ensemble de ces problèmes, de ces problématiques mettent la France Insoumise en difficulté en ce moment. Et malgré tout, Jean-Luc Mélenchon reste le meilleur opposant à Emmanuel Macron. C'est un peu au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, puisque vous n'avez pas beaucoup de personnalités politiques de premier plan qui s'opposent bien à Emmanuel Macron. Marine Le Pen est toujours en difficulté depuis la présidentielle. Laurent Wauquiez peine à prendre de l'essor dans l'opinion. Et puis au Parti Socialiste, il n'y a plus grand monde pour s'opposer à Emmanuel Macron. Donc le seul opposant et vrai opposant au gouvernement, c'est Jean-Luc Mélenchon aux yeux des Français. Lucie Schmid, pour vous, c'est juste un petit trou d'air ou l'échec de la mobilisation contre la loi travail va laisser des traces ? Je pense que ce n'est pas seulement un trou d'air, que la question, c'est plutôt la balle est dans le camp de Mélenchon et son mouvement sur est-ce qu'ils sont capables de faire des propositions pour l'exercice du pouvoir. Je pense qu'à partir du moment où on entre dans le dur de l'exercice de la responsabilité, et là-dessus, il y avait un entretien assez intéressant avec François Ruffin, qui partage avec Emmanuel Macron le fait d'être originaire d'Amiens, et sinon peu de choses. Mais c'était une boutade. Mais la question, c'est, et François Ruffin lui-même, avec une espèce de sincérité qui manque trop dans le monde politique, a dit, au fond, on n'est pas prêt à exercer le pouvoir. Et alors tout de suite, il y a « Ah, mais que va penser Mélenchon ?» comme si c'était le grand chef, le grand timonier. Je pense qu'il faut que Mélenchon apprenne aussi à organiser autour de lui une équipe, qui ne soit pas seulement des gens qui, au fond, étaient très proches de lui, mais qui ont révélé une légèreté des mœurs économiques. Et la deuxième chose, c'est qu'il s'intéresse maintenant à des propositions alternatives, sinon il ne peut pas espérer, à mon sens, rester le seul opposant. Et il a devant lui les européennes, notamment, sur lesquelles il peut faire quelque chose. Il a toujours été assez bon sur la critique de l'Europe, ce qui est un point fort dans la société française. Mais Macron va défendre l'Europe, Mélenchon va proposer autre chose. Et là, il sera devant une nécessité. Qu'est-ce qu'il ferait s'il exerçait le pouvoir ? Je trouve qu'il ne remplit absolument pas. Et ce n'est pas les boutades et les bons mots et le fait de dire que demain tout ira mal pour Emmanuel Macron qui peut tenir lieu de programme. Et puis il y a peut-être aussi l'impact des fractures qui existent à l'intérieur de ce parti sur la laïcité. On se souvient que Daniel Obono, la députée de Paris, a soutenu, et on va le réécouter dans quelques instants, ce qu'elle appelle la pratique de la non-mixité, c'est-à-dire des réunions, par exemple des réunions syndicales, qui seraient interdites aux Blancs
blancs ou interdites aux noirs. On voit arriver là des pratiques qui étaient absolument inconnues jusqu'à présent, mais qui, pour la députée de Paris, la France Insoumise, seraient des pratiques bien justifiées. Regardez. La pratique de la non-mixité n'est pas dangereuse dans le sens où c'est une pratique qui répond à des besoins à un moment donné de catégories. Par exemple, je reviens encore à l'exemple du mouvement féministe. À un moment donné, par exemple, les personnes qui sont victimes de violences sur un certain nombre de questions vont avoir un besoin à un moment donné de dire il va falloir qu'on puisse discuter en se sentant en confiance du coup il faut le faire avec des personnes avec lesquelles on s'identifie comme partageant le même type de problème. Alors avant d'écouter votre réaction à cette prise de position, je vous propose d'en écouter une autre, d'un autre député de la France Insoumise, c'est Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, qui réagissait, lui, à une proposition d'une réunion syndicale, justement, qui serait non mixte, comme on dit aujourd'hui, et évidemment, il est totalement contre, évidemment, quand on le connaît, regardez. Par définition, une réunion syndicale, je souhaite qu'elle soit ouverte à tous les syndiqués et je ne souhaite pas que l'on mette en place un système où en quelque sorte, je vais dire un peu simplement, en fonction de la couleur de la peau, on peut se réunir ou pas. Je suis pas d'accord. Moi je suis un universaliste, un républicain. Je pense que ce qu'il y a de formidable dans notre pays, c'est qu'il est basé sur la proclamation des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et si on rentre dans un système, fût-ce au nom du fait qu'il y a des discriminations qu'il faut combattre, qu'en quelque sorte des réunions sont ouvertes à certains et pas à d'autres, je crois que nous avons perdu. Donc je ne suis pas d'accord avec cela. Jean-Christophe Buisson, c'est pas une polémique, ça. C'est quand même une vraie opposition de fond sur un sujet important. Oui, parce que en fait, la France Insoumise est au cœur d'un certain nombre d'ambiguïtés. Il y a des ambiguïtés, effectivement, politico-intellectuelles, et celle-là en est une très forte, entre un Alexis Corbière qui est effectivement sur les sujets de la laïcité, de l'islam, qui est vraiment très, très clair sur ces sujets-là, et Daniel Obono qui vient de ce milieu associatif qui flirtait parfois avec les mouvements proches des salafistes, le parti des indigènes. Alexis Corbière a dit clairement que c'était un parti antisémite et raciste. Il l'a dit, c'est pas extrême droite qui l'a dit. Et au sein de son parti, il y a cette personne, Daniel Obono, qui n'arrive pas à rompre avec ce milieu dont elle est issue, sans avoir conscience qu'elle maintenant elle est députée de la nation et qu'il y a certaines amitiés qui sont un petit peu difficiles. Mais au-delà de ça, la France Insoumise, c'est aussi l'ambiguïté sur la notion de chef. Lucille l'a abordé tout à l'heure. Le problème de Mélenchon, qui était déjà son problème dans la campagne électorale, c'est il y a qui derrière lui pour être ministre. À l'époque, on ne pouvait pas imaginer qu'un Alexis Corbière ou une Clémentine Autain soit ministre. Peut-être que depuis qu'ils ont fait du travail parlementaire, ils ont pris une épaisseur et c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on se dit, au-delà de la façon d'exercer le pouvoir, c'est pas avant au moins 4 ans, s'il se représente, qui y a derrière Mélenchon? Et quand on voit qu'à la Convention de Clermont-Ferrand, il arrive sur scène seul, il n'y a que lui qui fait le grand discours, etc., alors que lui, il est le premier à dire « je ne suis qu'un passeur, je ne suis pas du tout le chef », il y a une ambiguïté là au cœur de la France Insoumise qui est réelle. Donc il y a toutes ces ambiguïtés qui jouent. Et la troisième, qui est très forte, c'est que oui, ce sont de très bons opposants, mais inefficaces. Et on le sait depuis le début, ils sont 17 à l'Assemblée nationale. Vous ne pouvez pas vous opposer à la loi travail quand vous avez une majorité parlementaire. Vous ne pouvez pas vous opposer à un certain nombre de lois quand vous n'êtes que 17. Donc vous pouvez crier très fort, parler très fort, courir les plateaux télé. Mais les Français ne sont pas dupes, ils voient que les lois passent. Bon, c'est bien d'avoir Mélenchon qui hurle, mais ça ne sert à rien. Donc cette ambiguïté d'être très fort médiatiquement et symboliquement et d'avoir aucune efficacité politique, ils en souffrent et ça donne cette espèce de blues qu'il y a dans la France Insoumise entre effectivement ces ambiguïtés sur certains sujets comme la laïcité, le fait d'avoir une totale inefficacité politique, tout ça joue dans le fait que les Français se disent, et puis on a parlé un petit peu de l'ombre des affaires, ou même Raquel Garrido, peu importe que ce soit une bonne ou mauvaise raison, mais l'idée qu'elle travaille pour Bolloré tout en ayant été porte-parole des Insoumis, ça crée un malaise. On a l'impression d'un mouvement qui n'est plus cohérent, qui n'est plus sur ses bases idéologiques. Et Mélenchon tente de garder une espèce d'unité de façade parce qu'il a besoin de tout le monde, parce que c'est un parti où vous avez des gens qui sont venus pour des raisons écologistes. Il y a beaucoup d'écologistes qui ont rejoint la France Insoumise parce qu'ils pensaient que ce serait plus efficace que Europe Écologie Les Verts, d'autres qui sont venus parce que c'était un mouvement vraiment laïque, d'autres qui sont venus, le vote musulman a joué aussi en sa faveur dans les banlieues, et tout ça fait une sorte d'auberge espagnole qui aujourd'hui montre ses limites. Anne Fulda, allez-vous remonter le moral des sympathisants de la France Insoumise qui nous écoutent sûrement nombreux? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un problème concernant la personnalité même de Mélenchon. D'ailleurs, il a eu une phrase là, ce week-end, il a dit « l'âge d'or de la politique, c'est fini ». En fait, c'est très révélateur et ça explique pourquoi
ça ne marche pas là, parce que c'est pas un homme de parti, Mélenchon, c'est pas un homme qui sait effectivement structurer des troupes, organiser un parti, faire monter un tel. C'est pas son. Lui, ce qu'il aime, c'est les batailles, les grandes batailles, c'est un tribun, voilà. Donc là, en fait, je crois qu'il s'embête, quoi. Enfin, c'est pas un job taillé pour lui d'être chef de parti. Quand il n'y a pas d'élection à terme, il aime les batailles, il aime les grandes causes, et là, on le sent désarçonné et presque triste. Cette phrase, l'âge d'or de la politique, c'est fini. C'est-à-dire qu'en gros, il conseille aux militants de prôner une approche plus de proximité pour faire connaître leur politique. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Lui, c'est l'homme des grands mots, des grandes thèses. Alors peut-être aux européennes, on n'y est pas tout de suite. Là, il va se réveiller. Mais je pense qu'il est malheureux. Et donc, effectivement, il ne sait pas mobiliser ses troupes. Il est dans la capacité de le faire, je pense. Il est malheureux, puis on a l'impression qu'il n'a pas envie de trancher sur ce sujet entre d'un côté sa branche laïque et de l'autre celle qui est plus communautariste. Il s'en lave un peu les mains, quand même. C'est quand même très difficile. Après, par rapport à ce que disait Anne Fulda, je pense qu'il est aussi désarçonné par le fait que le Parti socialiste n'existe plus. Je rappelle quand même une chose, c'est qu'il a grandi dans le Parti socialiste et que combattre le Parti socialiste était son grand combat. Donc aujourd'hui, il est orphelin d'un grand combat politique contre son propre camp. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est que sur la question alors ce que vous qualifiez, Jean-Christophe, de laïcité, en fait, c'est la laïcité, la question de l'égalité homme-femme, la question de la discrimination aussi. Donc il y a toute une série de choses qui sont interconnectées et c'est extrêmement difficile évidemment de dire, de synthétiser et de dire voilà, je refuse ça, alors qu'on vous dit mais ce sont les plus faibles qui en ont besoin. L'argumentaire est assez fallacieux d'ailleurs. Rapprocher ça des... Oui, de Danielle Obono, parce qu'elle dit, au fond, je rapproche ça de la façon dont les femmes se réunissaient entre elles quand les hommes étaient puissants et les féministes faisaient comme ça. C'est pas vrai du tout. D'abord, je pense qu'au moins une femme, si je puis me permettre, on sait grosso modo comment on peut se réunir entre femmes. Moi, je ne sais pas qui sont les personnes qui sont dans ces ateliers, parce que nom blanc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est sélection sur le physique, le nom, le père, la mère? Enfin, je trouve que c'est un concept qui est absolument monstrueux. Donc, on a quelque chose qui ne fonctionne pas, et je trouve que le parallèle avec ce que faisaient les féministes, moi, il ne me plaît pas du tout. Et Paul nous dit, c'est le problème de ces mouvements. C'est ahurissant, c'est une sorte de réhabilitation d'une forme d'apartheid. Donc c'est fou que Mélenchon n'ait pas une réaction plus tranchée, parce que c'est quand même, ça va à l'encontre. On imagine si un syndicat avait voulu organiser des réunions interdites aux Noirs. Principe. Donc, et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'en même temps, on sent une espèce de sincérité dans la manière dont elle défend l'indéfendable. Donc il y a aussi quelque chose qui participe sans doute d'un vécu individuel. Et quand Corbière dit « moi je suis universaliste », c'est intéressant parce que ça montre que l'universalisme, ça se construit. C'est une éducation et c'est pas forcément quelque chose qui vient spontanément. Ce qu'elle prône, c'est particulièrement inaudible dans la société française. Ça pourrait l'être d'autant moins dans des pays anglo-saxons. On a l'habitude d'être par communauté, de vivre communauté l'une à côté de l'autre et de se regrouper entre nous. En France, ça n'existe pas. C'est inaudible pour les Français. Ça ne peut pas. On a du mal à imaginer comment un certain nombre de Français seraient convaincus. Une partie peut-être dans le monde associatif, mais ça se limitera à ça. Ouais. Et Paul nous dit, c'est le problème de ces mouvements fédérateurs, mais incontrôlables. Effectivement, en tout cas, difficile à contrôler pour leur patron. Parlons, si vous le voulez bien, du glyphosate, ce produit qui est autorisé pour 5 ans. Finalement, c'est la décision de l'Union européenne qui vient de sortir. Le glyphosate, ça permet d'éliminer les mauvaises herbes. C'est la base de ce qu'on appelle le Roundup, produit, semble-t-il, extrêmement efficace, mais assez contesté. Alors, ce qui est étonnant, c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on en parle un peu, c'est que la France était contre la reconduction de cette autorisation pour 5 ans. Mais il y a quand même eu 18 États membres, dont des pays dont la sensibilité écologiste est connue, comme l'Allemagne, qui ont dit, eh ben oui, on repart pour 5 ans, et puis on verra bien. Peut-être que finalement, c'est pas si dangereux que ça. Enfin, là, c'est moi qui ajoute, mais j'imagine que c'est ça la justification de leur décision. Alors, Lucie Schmitt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tous les autres sont vendus à Monsanto, qui est le fabricant de ce produit, ou est-ce qu'il y a quand même encore un débat possible sur le danger de ce produit? Il y a plusieurs choses. On peut discuter du glyphosate et puis aussi parler de ce qui s'est passé à Bruxelles, parce que c'est une décision qui est inattendue. C'est-à-dire qu'on pensait, ça fait des mois que ça dure, et on pensait que la proposition de la Commission, qui est de reconfirmer le glyphosate pour 5 ans, allait être repoussée parce que la France, en association avec l'Allemagne, n'en voulait pas. Et puis, entre-temps, en interne en Allemagne, les négociations pour former une coalition dans laquelle les écologistes allemands auraient joué un rôle important ont échoué.
Et donc l'Allemagne a fait basculer les choses, c'est-à-dire que la position de la Commission a été adoptée parce que l'Allemagne a changé de position, elle a voté pour, alors qu'elle s'était abstenue. Donc ce qui est très intéressant, c'est que moi je trouve que d'abord il y a une défaite française par rapport au franco-allemand, qui était quelque chose sur lequel on parle beaucoup d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Ça traduit le flottement aujourd'hui en Allemagne. Et puis, ça traduit le fait qu'aujourd'hui, en Allemagne, il y a des intérêts économiques puissants qui sont pour le fait que le Roundup continue à pouvoir exister, que le glyphosate soit confirmé. Donc on voit une sorte, je trouve, d'affrontement qui paraît très visible entre les intérêts économiques, les alliances qui existaient entre la France et l'Allemagne, et puis pour parler du glyphosate, puisque vous voulez là-dessus un avis très scientifique. Un avis autorisé. Après, un avis autorisé. On Dan Suda, qui est une autre spécialiste du glyphosate, avant l'émission. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plusieurs études, et que d'abord l'Organisation mondiale de la santé dit quand même que c'est un produit potentiellement cancérigène, donc ça a été démontré par plusieurs études, mais il continue à y avoir des débats sur le front des études, et c'est notamment un truc qui a été dit pour dire qu'il fallait le reconfirmer. La vérité, c'est qu'on sait qu'il est cancérigène, mais en revanche, il y a des milliards, des centaines de milliards qui sont en jeu, parce que le Roundup est un produit extrêmement utilisé dans l'agriculture européenne, et que le supprimer, ça oblige à toute une série de choses, ça s'appelle la transition écologique, c'est-à-dire que ça oblige à cultiver différemment, à retrouver des manières de faire voilà, pour le désherbage, etc. Ça oblige aussi donc à reconfigurer économiquement les exploitations, les équilibres à la fois, comment dirais-je, de l'ensemble du secteur et puis individuellement. Et puis ça aurait obligé sur le plan juridique, si jamais on interdisait le glyphosate, ça aurait obligé à prendre un risque juridique parce que Monsanto et les entreprises concernées menaçaient de traîner la Commission européenne, l'Union européenne en justice. Donc il y avait des histoires de gros sous aussi. Vous pensez que c'est seulement la peur, Jean-Christophe Buisson? Parce qu'il y a aussi des enquêtes qui disent mais le glyphosate, on n'a aucune preuve. D'ailleurs, on dit bien qu'il est potentiellement cancérigène, mais c'est pas. Il n'y a pas de certitude absolue, si? Non, alors c'est triste de se dire que c'est pour des raisons politiques que finalement l'Allemagne a renoncé, parce que ça veut dire qu'effectivement, ces études, personne n'en tient vraiment compte. Mais pourquoi là où j'ai une petite réserve sur ce que vous venez de dire, c'est potentiellement cancérigène. Potentiellement, c'est-à-dire quoi? Ça dépend du dosage. Et le problème du dosage, c'est tous les sens du sujet. C'est-à-dire que je crois qu'il y avait une étude qui a montré qu'on parlait quand il y avait 2000 microgrammes dans des lentilles, 2000 microgrammes, ça fait peur, etc. En fait, il faudrait manger 7 kilos de lentilles pour arriver à la dose de milliers de microgrammes qui fait que c'est potentiellement cancérigène si on en mange toute sa vie tous les jours. Toute sa vie tous les jours. Non, mais c'est ça, c'est des chiffres. 2000 microgrammes, on dit que ça fait beaucoup. Et en fait, en proportion, c'est un seuil à ne pas dépasser. Mais si on mange des lentilles qui ont 2000 microgrammes tous les jours de sa vie et 7 kilos de pâtes, etc. Donc le problème, c'est potentiellement cancérigène comme des milliers de produits. Mais il faut savoir à quelle dose ça devient cancérigène et accumuler avec d'autres produits qui sont effectivement potentiellement cancérigènes. Donc, et par ailleurs, il y a effectivement une étude américaine dont le Figaro a parlé la semaine dernière, faite sur des paysans américains. On s'aperçoit que sur les paysans qui ont été atteints d'un cancer, ça n'était pas majoritairement pour l'usage des glyphosates. Donc c'est vrai que on a l'impression qu'il y a des mots qui sont prononcés de façon violente, solennelle, définitive, et qu'on en conclut que c'est cancérigène. Moi, j'arrive pas à croire que sur 28 pays, s'il y en a effectivement 10 qui votent contre, même si ça fait pas une majorité suffisante, ce n'est que parce qu'ils sont totalement vendus aux grands lobbies industriels. Il y en a 18 qui ont et qui voté représentent le renouvellement. 65% de la population. Une petite réaction rapide. Je pense que le poids des lobbies économiques au niveau aujourd'hui des États est très fort, et on peut le regretter, mais ça explique sans doute 90% de la décision. Après, sur la question de l'étude américaine et des études, ce qui est d'abord, il faut savoir si on regarde les agriculteurs ou l'ensemble de la population. Donc, effectivement, l'exposition est beaucoup plus du côté des agriculteurs que de nous qui allons manger des lentilles ou pas, d'ailleurs. Donc, moi, si je me place du côté des agriculteurs, sur l'étude américaine, qui effectivement est une étude scientifiquement assez... la méthode est bonne, sauf sur un point qui est très important, c'est que c'est déclaratif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure médicale sur la manière dont on détermine si les gens sont exposés ou pas au glyphosate. C'est-à-dire que c'est l'agriculteur qui dit « voilà, je suis exposé ou pas ». Je ne suis pas sûre que chacun soit en mesure de dire s'il est vraiment exposé à de très fortes doses. Vous savez, c'est assez difficile, on fait ça tous les jours, on arrose les champs avec le glyphosate, avec le Roundup. Donc il y a un sujet sur... l'étude et la méthode, le déclaratif. Et il y a d'autre part, puisqu'on se bat à coup d'études avec Jean-Christophe, il y a une étude américaine qui sort la semaine prochaine, et je suis sûre que le Figaro en rendra compte, qui va dire qu'au contraire, il y a
2 fois plus de cancers quand on est exposé au glyphosate. Dévoilé en exclusivité Mais par donc, Philippe publié sur dans ce quel plateau. journal Et Gilles ajoute, Publié dans quel journal? Parce que ce qui fait aussi la différence, c'est la qualité du journal, la qualité scientifique du journal qui publie cette étude. Et là, c'est un journal américain sur le... tant que c'est pas dans le Figaro, de toute façon. Non, après le Figaro ne fait que reprendre. Un excellent journal et je vous invite à prendre contact avec si vous le François dites. Bayrette. Et un commentaire de Gilles qui nous dit peu cancérigène pour les humains, mais il y a aussi des animaux autour. Anne Fulda. Non, je dis heureusement que ce débat n'a pas lieu avant des élections européennes, parce que ça donne quand même un sentiment et d'impuissance et d'incohérence. C'est-à-dire que, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer en France? Donc, on a voté contre, mais on continue à importer ce produit et à l'utiliser. Donc je trouve que ça donne une image catastrophique du fonctionnement de l'Europe concret, quoi. C'est vrai d'ailleurs. Et quelle va être la position de la France là? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à importer le Roundup et à l'utiliser. Est-ce que il n'y a pas de solution alternative pour l'instant? Donc c'est-à-dire qu'on continue à offrir, tout en considérant que ce produit est probablement cancérogène, comme a dit l'OMS, on continue à s'en servir. Donc j'ai un vrai malaise et ça donne un sentiment d'impuissance. Et vraiment, heureusement qu'il n'y a pas des élections européennes demain. Voilà, et je vous livre ce commentaire de Fouras qui se demande si 5 ans est un temps suffisant pour trouver un succès d'année, puisque effectivement l'objectif est de prolonger le glyphosate, le temps de trouver d'autres herbicides, si possible aussi efficaces et en tout cas moins dangereux. Émile Leclerc, vous avez un point de vue sur ce sujet un peu technique, mais néanmoins politique. On a quand même posé la question il y a quelques semaines sur le glyphosate aux Français, et finalement les Français ne sont pas plus experts que nous et pas encore moins experts. C'est très désagréable. Mais évidemment, donc, ils ne savent pas si le glyphosate est dangereux ou pas, mais il y a un principe qui est très important dans la société française, c'est le principe de précaution. Et sur tous les sujets, que ce soit sur le gaz de schiste, sur les OGM, tous les sujets de ce type, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, à partir du moment où il y a un danger, on considère qu'il faut interdire les produits. Et là, à l'époque, on avait posé cette question, il y avait 81% des Français qui nous disaient qu'il faut interdire le glyphosate parce qu'il y a des doutes sur sa dangerosité. Donc voilà, c'est le principe de précaution qui prévaut dans la société française pour les Français. Et par exemple, sur l'alcool, ils ne raisonnent pas comme ça, les gens. On Non. sait que ça peut être dangereux pour la santé, mais ça ne non, empêche parce pas de qu'ils boire. connaissent mieux le sujet, peut-être, je sais pas. Non, mais puis surtout, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que du côté du Parlement européen, il y a eu l'adoption d'un texte qui disait qu'il fallait arrêter le glyphosate, mais il y a eu aussi une pétition faite par des centaines de milliers de citoyens. Donc il y a un sujet de mobilisation sociale. Et là, par rapport à ce que disait Anne Fulda, il y a une espèce de décalage entre des canaux plus démocratiques, qui sont quand même le Parlement européen, les citoyens, et qui se mobilisent et qui disent qu'ils n'en veulent pas, y compris dans les sondages d'une manière 80%. Et puis à côté de ça, il y a des chefs de gouvernement qui se réunissent, des ministres. Qui sont quand même élus ou qui sont le reflet d'une majorité, ces chefs de gouvernement. Ils reflètent une majorité, parfois qui évolue, vous savez. Donc, pardon, politique, c'est-à-dire que si on arrête du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on fait à la place? Non, mais là, l'idée n'était pas d'arrêter du jour au lendemain, cher Jean-Christophe. L'idée était c'était d'avoir quand une même de période de réduire, transition. C'était de réduire avec une période de ans, transition, c'est ça. Donc, il y avait une période de transition pour pouvoir justement se reconvertir les emplois, etc. Et puis aussi, du côté des agriculteurs, il faut apprendre à cultiver différemment. Émile, vous avez tout à fait raison. Après, je regardais les exemples donnés. Ça consiste souvent à réapprendre à travailler la terre et non plus à mettre des produits. Donc, le succès d'année, je ne sais pas si c'est la solution. Un mot sur une victoire française, une belle victoire, celle de la France en Coupe Davis. Jean-Christophe Buisson, pour tout dire, on en a parlé tout à l'heure, et vous m'avez dit quelque chose qui m'a frappé, vous m'avez dit, je ne suis pas spécialiste, oui mais la France a quand même eu de la chance, pourtant elle a gagné et bien gagné, non? La France macronienne. Non, mais il y avait un calendrier qui était favorable parce que les grandes nations, les autres grandes nations de tennis, en tout cas les grandes nations qui bénéficiaient de joueurs exceptionnels comme la Serbie avec Djokovic, que la France a battu en demi-finale, mais il n'y avait pas Djokovic. De la même façon, je crois que quand l'Espagne a été éliminée, Nadal ne jouait pas, ou la Suisse avec Federer, parce que les joueurs parfois choisissent plutôt leur carrière personnelle et de marquer des points tout le long de l'année, et que jouer la Coupe Davis leur fait perdre de l'énergie, des entraînements, etc., au détriment de leur propre carrière. Et donc il est assez notable que des Françaises soient mobilisés, des joueurs français ou franco-suisses, parce que beaucoup habitent en Suisse, par parenthèse, se soient mobilisés derrière le drapeau, derrière leur capitaine, qui est un grand, Yannick Noah, qui est un grand fédérateur, un grand capitaine sportif, et qui a su les mobiliser pour
l'emporter. Donc il faut pas avoir le triomphe trop cynique. Effectivement, c'est une belle victoire. Il fallait quand même David Goffin, qui était le meilleur joueur belge, avait quand même un niveau au-dessus des autres. Et donc il ne faut pas négliger ça. Mais effectivement, on a bénéficié. Mais comme d'autres années, on a pâti de l'absence de leader. Donc tout ça s'équilibre. Ça fait 16 ans qu'on n'avait pas la Coupe Davis. Donc il faut quand même s'en réjouir. Mais il ne faut pas non plus donner l'impression qu'on est la meilleure nation de tennis du monde. Un commentaire sur ce sujet? Pas meilleur sur le tennis que le glyphosate, mais Non, mais moi j'ai trouvé je trouve qu'une victoire, c'est une victoire. Une victoire, toujours c'est bon à prendre. fantastique. Voilà. Et que Lucas Pouille, à quel âge? Il a 23 ans. Donc il y a un côté, on peut être confiant dans. Ouais. Lucas Pouille, moi je le trouve extraordinaire. En plus, il a gagné devant son public. Et il est très jeune et on espère que son potentiel, parce qu'on est des spécialistes du haut potentiel qui ne confirment pas. Donc on espère que Lucas Pouille va confirmer son potentiel. Originaire du Nord. Le doute maintenant, ça pose des questions. Le fait que la France, moi j'avais entendu aussi qu'avant la demi-finale, on n'avait pas rencontré, enfin les Français n'avaient pas joué un joueur meilleur que le top 40, dans le top 40 mondial. Donc ça dit quelque chose. Et il y a une question qui se pose aussi, c'est la Lever Cup, je crois, qui, vous savez, sur le modèle du golf, qui va confronter les États-Unis, le continent américain et le continent européen, et qui se développe et qui pourrait bien remplacer la Coupe Davis si ça continue ainsi, si les grands joueurs boudent la compétition. Eh ben, en tout cas, on l'aura gagné avant qu'elle ait été supprimée. Merci à tous. Restez connectés pour la plus grande joie de Lucille Schmitt. Nous allons retrouver dans un instant Éric Zemmour qui échange avec Vincent Roux pour parler du style Macron et de ce paradoxe entre une méthode de gouvernement assez autoritaire, peut-être même archaïque selon Zemmour, alors que la politique elle-même est assez moderne. Vous retrouvez ça dans un instant. Bonsoir à tous.